Citoyens de la Terre, bonjour, bonsoir. Bon retour sur la chaîne Varistech Science. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la partie la plus sombre de la physique. Dans cette rubrique, on va vous parler des trous noirs. Si vous aviez regardé le documentaire qu'on a réalisé sur la vie et la mort des étoiles la semaine dernière, vous comprenez donc que les trous noirs sont le résultat d'un effondrement gravitationnel d'une étoile. Les trous noirs sont très denses, ce qui empêche toute forme de matière et de lumière de s'échapper à leur proximité en raison de l'intensité de leurs champs gravitationnels qui sont si intenses. Ils se forment lorsqu'une masse énorme est très concentrée en un point et que sa force gravitationnelle est assez grande jusqu'à ce qu'elle dépasse l'effet de la pression. Ce point dont on parle constitue la singularité gravitationnelle du trou noir. Cette singularité forme une sphère que l'on appelle l'horizon des événements du trou noir. Avant de continuer, il est important de donner une explication à un thème scientifique assez important. On parle là de la vitesse de libération. Par définition, la vitesse de libération ou vitesse d'évasion est la vitesse que requiert un corps pour qu'il puisse s'échapper à un champ gravitationnel. Par exemple, dans le cas de la Terre, pour qu'un corps s'échappe de son attraction, il faut qu'il acquiert une vitesse de 40 320 km/h. Dans le cas du Soleil, la vitesse de libération est d'autant plus grande, elle est de 617,5 km/s. À partir de cette explication, je vais vous expliquer pourquoi qu'aucun corps ni même la lumière ne puisse pas s'échapper à un trou noir. Tout d'abord, il faut savoir que la lumière voyage à une vitesse finie. Et cette vitesse vaut à peu près 300 000 km/s et aucun objet ni rien ne saurait dépasser cette vitesse. Le problème, c'est qu'à proximité d'un trou noir, la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière. À présent, vous avez une vue globale des trous noirs. Maintenant, je vais vous expliquer comment et depuis quand on soupçonnait leur existence. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'hypothèse qu'il pourrait exister un corps de densité extrême et à une vitesse de libération infinie existe depuis le XVIIIe siècle, suite à la publication des travaux d'Isaac Newton sur la gravitation universelle. Et les premiers physiciens qui ont envisagé leur existence pour la première fois sont John Michel et Pierre-Simon de Laplace. Néanmoins, il a fallu attendre l'arrivée d'Albert Einstein qui a stipulé en 1915 que la gravitation est une déformation de la métrique de l'espace-temps. Donc, ces travaux sur la relativité générale nous a confirmé que lorsque la masse est importante, la gravitation devient de plus en plus extrême, ce qui fait augmenter l'effet de marée, et cela empêche même la lumière de s'échapper à l'attraction gravitationnelle d'un tel corps. À vrai dire, il est plus judicieux de dire que la lumière subit un décalage vers le rouge infini à proximité d'un trou noir. Ce décalage est dû à l'épuisement de l'entièreté de son énergie quand elle essaie de s'échapper du but potentiel. Ce faisant, il ne reste plus rien, c'est pourquoi que les trous noirs sont noirs et sombres. Comme on vient de le dire plus tôt, au cœur de chaque trou noir se cache une singularité gravitationnelle qui est obstruée par une sphère que l'on appelle l'horizon des événements. Eh bien, certains modèles présentent une autre forme de singularité qui n'est pas recouverte par un horizon des événements. On appelle ce genre de singularité des singularités nues. Les singularités nues restent hypothétiques à ce jour, mais des modèles comme la métrique de Kerr et la métrique de Reissner-Nordström prédisent leur existence. Bien que, selon une hypothèse présentée par le mathématicien britannique Roger Penrose, les singularités nues ne peuvent pas exister à cause de la censure cosmique, il est inconcevable qu'il puisse exister des régions de l'espace-temps dont le champ gravitationnel prend des valeurs infinies qui ne seraient pas occultées par un horizon des événements. Il est important de noter que de la même manière que la mécanique classique était incapable de décrire les grandes structures, c'est de la même manière que la relativité générale est impuissante vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs au sein de la singularité gravitationnelle. Mais à l'extérieur, au-delà de l'horizon des événements, il est tout à fait possible d'utiliser la relativité générale pour savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, on sait qu'à proximité d'un trou noir, le temps ralentit par rapport aux autres portions de l'univers.
À partir de cette hypothèse, on peut considérer que si un observateur situé très loin de l'horizon d'un trou noir, s'il envoie des flashs lumineux de manière séquentielle vers une autre personne située au voisinage de l'horizon, ces signaux qu'il recevra seraient plus énergétiques. Cette hausse d'énergie lumineuse est due au décalage vers le bleu, subi par le rayon lumineux. L'observateur proche du trou noir aura aussi l'impression que le temps s'écoule plus lentement pour l'observateur qui se trouve loin. En fait, oui, il existe un décalage temporel pour les deux observateurs, mais les lois de la physique restent inchangées dans les deux référentiels. En guise de rappel, pour l'observateur loin du trou noir, le rayon lumineux pour lui subirait un décalage vers le rouge, mais pour l'observateur proche de l'horizon des événements, il verrait la lumière subir un décalage vers le bleu. Tout ça à cause de la dilatation temporelle. À noter, il est impossible de survivre à proximité d'un trou noir car les effets de marée sont trop extrêmes à cause du champ gravitationnel intense qui siège en son sein. Donc, tout objet qui tombe dans un trou noir se verra être spaghettifié. Je tiens à vous dire qu'à la complexité théorique que fait preuve les trous noirs, elles font partie des objets astronomiques les plus simples à décrire. 3 paramètres sont nécessaires à leur description. Ces 3 paramètres sont la masse, la charge électrique et le moment cinétique. Et c'est le théorème de Calvici qui explique pourquoi les trous noirs sont décrits que par ces 3 paramètres qui constituent la métrique de Kerr-Newman. Il faut savoir que parmi ces 3 paramètres, la masse d'un trou noir est toujours non nulle, mais quant à la charge électrique et le mouvement cinétique, ils peuvent certaines fois avoir des valeurs nulles. À partir de ce principe, on peut déceler l'existence de 4 types de trous noirs. Si la charge électrique et le mouvement cinétique sont nuls, on a affaire à un trou noir connu sous le nom de trou noir de Schwarzschild. Si le mouvement cinétique est nul et la charge électrique est non nulle, il s'agit d'un trou noir de Reissner-Nordström. Ce genre de trou noir est purement théorique et beaucoup d'astrophysiciens doutent sérieusement de leur existence parce qu'à l'état de nos connaissances actuelles, aucune méthode quelconque ne permet l'existence d'un objet compact capable de conserver éternellement une charge électrique. Si au contraire, c'est le mouvement cinétique qui a une valeur significative et que la charge électrique soit nulle, il s'agit d'un trou noir de Kerr. Entre les trous noirs de Schwarzschild et de Reissner-Nordström, les trous noirs de Kerr sont les plus plausibles à exister. Parce que les trous noirs ont une fâcheuse tendance à entraîner tout à leur passage et absorbent l'entièreté de la matière environnante via leur disque d'accrétion. Et les calculs et les simulations indiquent que les trous noirs de Kerr se comportent de la même manière. Néanmoins, il pourrait exister dans l'univers des trous noirs de Schwarzschild contenant un mouvement cinétique très faible. Le 4e type de trou noir qui puisse exister théoriquement dans l'univers est le trou noir de Kerr-Newman. La seule différence qui existe entre lui et le trou noir de Kerr, c'est que sa charge électrique est non nulle. Mais pour les mêmes raisons qu'on vient d'expliquer pour le trou noir de Reissner-Nordström, il est improbable que le trou noir de Kerr-Newman existe. Mis à part des différents types de trous noirs, il y a également différentes classes de trous noirs dans l'univers connu. Il y a les trous noirs stellaires, les trous noirs supermassifs, les trous noirs intermédiaires et les trous noirs primordiaux. Dans le cas des trous noirs stellaires, ils ont environ une masse d'au moins 3 masses solaires. En fait, ils ont été théorisés pour la première fois en 1939 par le physicien théoricien Robert Oppenheimer. Il a stipulé que si le cœur d'une étoile en fin de vie a une masse supérieure à 3,3 masses solaires, cette étoile a toutes les chances de se transformer en trou noir. 3,3 masses solaires correspondent à la limite que l'on appelle limite d'Oppenheimer-Volkoff. Cette limite détermine la masse qu'il faudrait pour qu'une étoile se transforme en trou noir. Deuxièmement, il existe les trous noirs supermassifs, plus connus sous le nom de trous noirs galactiques. Comme leur nom l'indique, ces trous noirs sont galactiques car il y en a un au centre de chaque galaxie. Ils ont une masse comprise entre quelques millions et quelques milliards de masses solaires. Par exemple, au centre de notre galaxie, la Voie lactée, il y en a un. Il se fait appeler Sagittarius A star et il a une masse de 2,3 millions de masses solaires.
L'une des preuves qu'on a de son existence, c'est qu'il n'y a pas si longtemps de cela, un étrange phénomène a été observé au centre de la galaxie. Une étoile dénommée étoile S2 a été détectée pendant qu'elle faisait une révolution complète en moins de 11 ans autour d'un objet invisible. Les chercheurs en ont déduit qu'il s'agit bien d'un trou noir, car aucun corps astronomique autre qu'un trou noir n'explique le mouvement de l'étoile S2. À présent, je vous présente les trous noirs intermédiaires. Les trous noirs intermédiaires sont des corps astronomiques qui ont une masse comprise entre 100 à 10 000 masses solaires. Selon certains modèles, il est probable que ce genre de trous noirs se trouve dans le cœur des amas globulaires, mais leur observation reste encore très controversée dans la communauté des astronomes. Maintenant, présentons les trous noirs primordiaux ou micro-trous noirs. Les trous noirs primordiaux sont des trous noirs hypothétiques qui seraient formés peu de temps après le Big Bang à cause de l'effondrement gravitationnel de zones de surdensité de l'univers lors de l'inflation cosmique. Ils sont en fait des trous noirs quantiques dotés d'une masse qui équivaut à peu près à 20 microgrammes. Selon certaines études, il est tout à fait possible de créer des trous noirs quantiques dans un accélérateur de particules, mais d'autres études prouvent que si un micro-trou noir se forme dans un espace à 3 dimensions, il faudrait une énergie de 10 puissance 16 téraélectronvolts et tout doit être concentré dans un rayon de 10 puissance moins 31 mètres. C'est impossible du point de vue technologique car il faudrait un accélérateur de particules circulaires de 1000 années-lumière de diamètre. Ces chiffres sont juste démentiels et impossibles à atteindre. Mais si ces micro-trous noirs sont possibles d'exister dans un espace contenant des dimensions supplémentaires, le LHC, qui constitue le plus grand laboratoire de physique au monde, le CERN, serait en mesure de créer des micro-trous noirs lors des collisions de particules. Je tiens à vous dire, jusqu'à ce jour, aucun micro-trou noir n'a été détecté au LHC. D'ailleurs, les chercheurs de l'un des plus grands détecteurs du LHC, le CMS, affirment n'avoir détecté aucun trou noir quantique. Revenons aux micro-trous noirs, c'est-à-dire ceux qui ont été créés après le Big Bang. Selon certains astronomes, il semble que la 9e planète dont on a tant cherché dans le système solaire soit un trou noir primordial. Pour l'instant, la technologie actuelle ne nous permet pas de vérifier son existence à l'heure où nous parlons, mais si on concevrait une sonde destinée à survoler cet hypothétique micro-trou noir, c'est-à-dire la 9e planète du système solaire, si toutefois elle se trouve à son périhélie au moment du voyage, il faudrait 57 ans à la sonde pour arriver à destination. Si au contraire elle se trouve à son aphélie au moment du voyage, il faudrait 343 ans à la sonde pour qu'il puisse enfin survoler cet astre hypothétique. Selon les dernières observations et calculs, il serait situé à 30 milliards de kilomètres de distance de la Terre et sa période de révolution est de 10 000 à 20 000 ans plus ou moins. À présent, je vais vous présenter le lien qu'a la thermodynamique avec les trous noirs. Durant les années 70, deux physiciens britanniques, Stephen Hawking et Roger Penrose, ont effectué toute une panoplie de calculs mathématiques visant à améliorer notre compréhension sur les trous noirs. Ces multiples travaux sont connus sous le nom de théorème sur les singularités. Et en 1971, Stephen Hawking a fait le lien entre la thermodynamique et les trous noirs, en stipulant que l'entropie de celui-ci ne peut jamais décroître et elle est strictement proportionnelle à la surface de l'horizon des événements. C'est comme ça que la discipline connue sous le nom de thermodynamique des trous noirs a émergé dans l'histoire de l'astrophysique. En 1974, soit 3 ans plus tard, Stephen Hawking a réalisé des calculs très rigoureux de théorie quantique des champs appliqués à la relativité générale. En découvrant le résultat de ces calculs, il fut tombé de sa chaise. Il a découvert que les trous noirs émettent un étrange rayonnement, phénomène que la communauté scientifique appelle rayonnement de Hawking. Donc,
Par ce processus, Hawking en a conclu que les trous noirs s'évaporent au cours du temps. C'est ce que l'on appelle l'évaporation quantique des trous noirs. À ce jour, ce processus est l'unique lien plausible qu'on a entre la relativité générale et la physique quantique. Il est important de noter qu'il soit possible de décrire ce qui se passe à proximité d'un trou noir par la relativité générale, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire au sein de la singularité gravitationnelle, la relativité générale à elle seule ne suffit pas. Il faudrait avoir une théorie quantique de la gravitation. En guise de conclusion, les trous noirs sont des cadavres stellaires, c'est-à-dire ils sont ceux qui restent après la mort d'une étoile. Et l'existence des trous noirs est une évidence dans l'univers, mais il n'est pas assez facile de les détecter. C'est pourquoi qu'on utilise différentes méthodes en vue de les appréhender. Et ce qu'on sait d'eux, c'est qu'il pourrait en avoir plus de 40 milliards de trous noirs dans l'univers, d'autant plus qu'ils sont de grandes sources d'émissions de rayons X dans la vacuité de l'espace. Maintenant, on arrive à la fin de cette rubrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera, j'espère, plus intéressante que celle-là. Sur ce, terrien, terrienne, je vous dis à bientôt.